Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 50e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur l'offensive politique américaine à l'encontre de l'UE, sur la sécurisation du gel des avoirs russes, sur le durcissement de la politique migratoire votée par les 27, sur la volonté de rassurer les agriculteurs en amont de la signature de l'accord UE-Mercosur et sur l'enquête qui vise l'IA de Google. Dans le club des 27, Andrej Babiš est nommé Premier ministre en République tchèque. Le gouvernement slovaque est fragilisé par un veto du président. Le gouvernement bulgare démissionne et les Portugais manifestent contre la réforme du Code du travail. Et chez nos chers voisins, on fait le point sur les pourparlers de paix. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Internationale, offensive américaine contre l'Union européenne. Alors que depuis plusieurs mois, l'administration Trump semblait laisser tranquilles les Européens, la publication de la stratégie de sécurité américaine jette à nouveau le trouble dans les relations transatlantiques. La détérioration du climat s'est faite en deux temps. Ça commence avec Elon Musk. Le milliardaire demande la disparition de l'Union européenne après que la Commission européenne ait infligé une sanction de 120 millions d'euros à X pour plusieurs raisons. L'exécutif européen a jugé les coches bleues comme trompeuses, puisque sous l'ancienne direction, elles signifiaient la fiabilité du compte et le fait qu'il soit officiel, alors qu'aujourd'hui, il signifie juste que c'est un compte qui jouit d'un abonnement payant à X. Aussi, la Commission reproche le manque de transparence de la plateforme sur les publicités et le refus de laisser l'accès à l'algorithme de la plateforme pour les chercheurs, qui est une obligation dans la réglementation numérique européenne. Elon Musk, blessé dans son ego, a alors demandé que les États membres de l'UE recouvrent leur souveraineté. Il a même prétendu que cette amende le visait à titre personnel pour le silencier, alors que le DSA ne sanctionne jamais des personnes physiques. Il compare l'UE à la police secrète de la RDA, la Stasi, et il a liké le commentaire d'une femme qualifiant l'Union de quatrième Reich. Sans surprise, l'administration Trump, par la voix de son secrétaire d'État Marco Rubio, déclare que cette attaque contre X est une attaque contre toutes les plateformes américaines et contre le peuple américain. Mais ce qui a le plus choqué, c'est la publication de la stratégie de sécurité de l'administration Trump. Elle n'est pas sans rappeler le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich en début d'année. Le document de 33 pages indique que l'administration Trump veut aider l'Europe à retrouver, je cite, sa grandeur, décrite en plein déclin économique et menacée par un déclin civilisationnel. Ce document est en fait l'énumération des priorités de sécurité de l'administration et de comment elle envisage de ventiler les crédits pour la sécurité. Sur le chapitre européen du rapport, l'Allemagne est étrillée pour ses relations commerciales avec la Chine et l'achat d'énergie à la Russie. Le point qui retient le plus l'attention, c'est le fait que l'administration Trump entend soutenir ouvertement les partis entre guillemets patriotiques, alors que de nombreux gouvernements européens sont décrits comme minoritaires et instables. La stratégie américaine est affichée. L'UE doit réduire son immigration, mais aussi et surtout sa réglementation technologique. Le sous-texte est clair, l'administration Trump veut une Europe soumise qui lui soit loyale. Face à une telle offensive américaine, la réaction européenne est timide. Seul le président du Conseil européen, Antonio Costa, a fait part de sa colère en disant que la menace d'ingérence était inacceptable. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, ironise en disant que les Européens n'ont pas besoin de conseils extérieurs
Et le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, déclare que cette stratégie américaine justifie de construire l'indépendance en matière de défense de l'Union européenne. Globalement, les dirigeants européens refusent le rapport de force parce que, actuellement, les Européens tentent de s'imposer dans les pourparlers de paix concernant la guerre en Ukraine. Même si Donald Trump accuse les Européens d'avoir des prétentions irréalistes et de pousser à la poursuite de la guerre, les Européens sont persuadés que leur point de vue peut sécuriser une paix durable. Ils savent très bien que la vanité du président américain est versatile et qu'il faut le convaincre qu'il en sortira grand vainqueur. International encore, le gel des avoirs russes prolongé de manière indéfinie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a fait geler les actifs russes détenus sur son territoire. Mais le renouvellement tous les 6 mois des sanctions à l'égard de la Russie se heurtait aux résistances de la Hongrie, qui agitait son droit de veto pour obtenir des concessions de la Commission européenne sur le gel des subventions européennes pour non-respect de l'état de droit. Jeudi 11 décembre, la Commission européenne a utilisé l'article 122 du TFUE, qui est l'équivalent de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française. Les ambassadeurs des 27 ont décidé de valider le gel indéfini des avoirs russes, qui doit être adopté à la majorité qualifiée et pas à l'unanimité. Par cette manœuvre, l'Union européenne bloque indéfiniment les avoirs russes gelés jusqu'à ce qu'elle décide de la levée des sanctions qu'elle a conditionnées à la fin de la guerre. Les avoirs gelés ne seront donc pas mobilisés dans le plan de paix américain qui prévoyait de répartir le pactole entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Mais le doute subsiste sur la mobilisation des avoirs russes dans un prêt de réparation pour l'Ukraine. Le Conseil européen doit trancher la semaine prochaine si l'Union européenne mobilisera les fonds gelés dans un prêt de réparation ou si la Commission empruntera 90 milliards d'euros au nom des 27 pour financer les 2 prochains exercices ukrainiens. Vendredi, seules la Hongrie et la Slovaquie ont voté contre. Dans la foulée, la Banque centrale russe a attaqué Euroclear en justice pour mettre la pression sur la Belgique. Euroclear a déclaré avoir plus d'une centaine de recours contre elle de la part de la Russie. Même si le choix de l'instrument juridique pose des questions, il faudra bien 2 ans minimum pour que la Cour de justice de l'Union européenne tranche, ce qui laisse un peu de temps. Affaires intérieures. Les 27 durcissent la politique migratoire. Lundi 8 décembre, les ministres de l'Intérieur des 27 États membres se sont entendus au sein du Conseil pour durcir le pacte Asile et Migration. Un durcissement permis par l'influence grandissante de la majorité alternative droite-extrême droite au Parlement européen. La Commission européenne a proposé 3 textes pour tenter de contenter les États membres qui faisaient part de leur mécontentement concernant le pacte Asile et Migration. Le premier texte concerne les hubs de retour. Pour faire simple, c'est ce que l'Italie a tenté de faire avec les centres de rétention administrative de Gheader et Shëngjin en Albanie qui devaient permettre à l'Italie de traiter les demandes d'asile ailleurs que sur son territoire. Des centres contraints de tourner quasiment à vide puisque les tribunaux italiens ont fait respecter le droit européen, la plupart des demandeurs envoyés en Albanie n'étant pas ressortissants de pays tiers sûrs comme définis par le droit européen. Désormais, les États membres de l'UE pourront placer les demandeurs d'asile dans des centres situés dans des pays tiers. Le deuxième texte concerne la directive retour. Les sanctions sont durcies, la durée de placement en centre de rétention est rallongée pour ceux qui refusent de quitter l'Union. Le troisième texte révise la liste des pays tiers sûrs et autorise le renvoi vers des pays de transit. Aussi, les 27 sont revenus sur le principe de solidarité inscrit dans le pacte Asile
et Migration. Ce dernier prévoyait 30 000 relocalisations de demandeurs d'asile par an. Ce chiffre est abaissé à 21 000, mais pour ceux qui souhaiteraient plutôt verser une compensation financière, elle est maintenue à 20 000 € par personne, ce qui équivaut à 420 millions d'euros par an. Ils inscrivent aussi le principe de suspension des accords commerciaux avec les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Certains États doutent de la légalité de certaines mesures et d'autres rappellent que l'efficacité des hubs de retour n'a pas été prouvée. Sans surprise, la société civile européenne a réagi avec inquiétude. Ces changements pourraient permettre de criminaliser les personnes qui aident les sans-papiers, que ce soit de simples citoyens ou des ONG. Des associations d'aide aux migrants décrivent cette réforme comme la marque d'un État policier et qui légitimise les prisons offshore, le profilage racial et la détention d'enfants d'une manière sans précédent. Une réforme qui ravit les autorités italiennes qui pourront enfin justifier les millions d'euros dépensés dans les centres de rétention créés en Albanie. Commerce. La Commission et le Parlement européen tentent de rassurer les agriculteurs sur l'accord UE-Mercosur. La deadline de la signature de l'accord UE-Mercosur du 20 décembre s'approche et pourtant, le Parlement européen et la Commission apportent encore des modifications. Lundi 8 décembre, le Parlement européen a adopté une série d'amendements pour intégrer des mesures de sauvegarde plus strictes. Un amendement impose une obligation de réciprocité en matière de normes de production. C'est en quelque sorte une reprise des clauses miroirs réclamées par Emmanuel Macron. Un autre amendement fait passer le seuil de sauvegarde de 10 à 5% des prix à l'importation par rapport à la moyenne sur 3 ans. En clair, éviter un trop gros écart entre les prix sud-américains et européens. Le Parlement européen inclut aussi la possibilité pour la Commission européenne d'ouvrir une enquête s'il y a des indications claires d'une détérioration de la situation économique d'un secteur et le délai de réaction de la Commission passerait de 21 à 14 jours. La liste des produits concernés par la sauvegarde a été élargie. Le texte devra être adopté en plénière le 16 décembre. S'il est validé, le Parlement s'entretiendra avec le Conseil pour trouver le compromis final. Le Conseil ne souhaitait pas de modification du Parlement européen, ce qui pourrait rallonger le délai d'adoption. De son côté, la Commission européenne a promis la multiplication des audits effectués dans les pays tiers et au point d'entrée du marché unique. Ces audits permettraient de vérifier la fiabilité des partenaires commerciaux de l'UE, mais aussi des capacités de contrôle des États membres de l'UE. La Commission européenne va mettre en place un groupe de travail pour améliorer l'efficacité des contrôles nationaux. L'exécutif européen veut aussi s'assurer de faire la chasse aux résidus de pesticides interdits en Europe, une des réclamations principales des agriculteurs européens qui y voient de la concurrence déloyale. Avec toutes ces mesures supplémentaires, se pose la question de la possibilité que l'accord soit signé. Le Brésil, par exemple, a toujours rejeté les clauses miroirs. Que Lula comparaissait à une colonisation normative. La Commission tente de convaincre la France et la Pologne de signer le mandat de la Commission pour signer l'accord, mais peut-être aux dépens du Mercosur qui pourrait se retirer, laissant l'espace commercial totalement ouvert à la Chine. Affaire à suivre. Numérique. L'IA de Google sous enquête. Mardi 9 décembre, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête dans le cadre du Digital Market Act à l'encontre des outils d'intelligence artificielle de Google. D'après la Commission, Google procéderait à un abus de position dominante. Avec AI Overviews, Google permet aux utilisateurs d'avoir des résumés de contenu.
Par exemple, on peut demander à AI Overviews de faire le résumé d'un article de presse. Avec AI Mode, Google met en place un chatbot qui répond à toutes vos questions, un équivalent de ChatGPT. Pour la Commission européenne, cela pose plusieurs problèmes. Google utilise les données de ses utilisateurs. Pour les éditeurs web, Google ne demande pas l'autorisation et ne rétribue pas l'auteur des données. Une pratique qui fait dévier le trafic traditionnel de la presse vers l'IA. Aussi, Google demande l'exclusivité sur l'accès au contenu de ses utilisateurs pour entraîner son IA. Google a inclus des clauses abusives pour forcer les auteurs à consentir à donner accès à leurs données en les privant de référencement s'ils refusaient. Imaginez votre YouTuber préféré refuser, il perdrait immédiatement une bonne partie de ses revenus. Être déréférencé, c'est un préjudice énorme qui fait perdre de la visibilité et donc des parts de marché. Une enquête qui fait écho à celle contre Meta qui a refusé le déploiement de chatbots d'autres fabricants d'IA sur ses messageries. L'eurodéputé belge du parti Les Engagés, membre de Renew, Yves Verhofstadt, par ailleurs vice-président de la commission Industrie et Recherche du Parlement européen, déclare que l'IA ne peut pas être une zone de non-droit pour quelques acteurs privés. La vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera, rajoute que les progrès ne peuvent pas se faire au détriment des principes fondamentaux de nos sociétés. Enfin, l'eurodéputée française de Renaissance, Stéphanie Yon-Courtin, appelle à intégrer l'IA dans le Digital Market Act. Passons désormais au Club des 27. République tchèque, Andrej Babiš nommé Premier ministre. Mardi 9 décembre, le président Petr Pavel a nommé le leader du parti ANO, Andrej Babiš, Premier ministre. Ce dernier est parvenu à trouver un accord de coalition avec le parti Liberté et Démocratie Directe, le SPD, et le parti des motoristes, deux partis xénophobes et eurosceptiques. L'accord de gouvernement plaide pour relancer le groupe de Visegrad, groupe politique informel qui rassemble les chefs de gouvernement de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. La coalition veut durcir le droit d'asile en le limitant à des cas exceptionnels et prône la tolérance zéro sur l'immigration irrégulière. Il veut aussi faire inscrire dans la Constitution le maintien de la couronne tchèque et donc refuse l'entrée dans l'euro et veut réduire l'aide à l'Ukraine pour augmenter les prestations sociales. Finalement, les trois partis renoncent à un référendum de sortie de l'UE pour ne pas affronter le veto du président. Se pose encore la question des conflits d'intérêts qui touchent Andrej Babiš personnellement. Son entreprise Agrofert est au cœur d'une enquête pour conflit d'intérêts où il aurait alors usé de sa fonction de Premier ministre entre 2017 et 2021 pour que son entreprise puisse recevoir des fonds européens. La procédure judiciaire est toujours en cours. Babiš assure qu'il n'a plus aucun lien direct avec Agrofert puisqu'il l'a transféré à une structure indépendante. Slovaquie. Le gouvernement tente de supprimer le bureau de protection des lanceurs d'alerte. Le veto du président fragilise le gouvernement. Mardi 9 décembre, la coalition gouvernementale a adopté la loi de suppression du bureau chargé de protéger les lanceurs d'alerte. La loi est passée grâce à une procédure législative accélérée. Cela faisait plusieurs semaines que la Commission européenne, la Commission de Venise, qui est un groupe de constitutionnalistes, experts du Conseil de l'Europe, et la société civile slovaque mettaient en garde le gouvernement sur une telle manœuvre. Récemment, le Bureau de protection des lanceurs d'alerte, qui est une agence administrative indépendante, a infligé 3 amendes au ministère de l'Intérieur pour un montant total de 114 000 € pour non-respect du statut des lanceurs d'alerte protégés.
Le Bureau de protection des lanceurs d'alerte avait été créé en 2021 suite à l'adoption par l'UE de la directive sur la protection des lanceurs d'alerte et qui avait pour mission de protéger les personnes qui dénoncent des faits de corruption ou des comportements illégaux. Bizarrement, le Premier ministre Robert Fico a été contraint à la démission en 2019 après l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa femme, alors que Jan Kuciak enquêtait sur les liens entre le parti du Premier ministre, le Smer, et la mafia italienne. Après avoir démantelé la brigade anticorruption et le bureau du procureur spécial chargé des enquêtes de corruption, c'est une étape de plus pour le gouvernement d'institutionnaliser la corruption et l'impunité en Slovaquie. 78 des 79 députés de la majorité gouvernementale ont voté pour. Mais coup de théâtre, le président de la République, Peter Pellegrini, pourtant leader du parti RLAS SD, membre de la coalition gouvernementale, a posé son veto. Il met en doute la légitimité de l'utilisation de la procédure législative accélérée, mais aussi le fait que l'adoption d'une telle loi profite au bien-être des Slovaques. Il justifie son veto par le fait que l'adoption de cette loi menace l'accès de la Slovaquie au fonds de relance européen post-Covid pour non-respect de l'état de droit. Le texte est renvoyé au Parlement pour réexamen. Le Parti national slovaque, le SNS, menace désormais de ne plus soutenir la coalition et de se retirer du gouvernement, ce qui pourrait provoquer des élections législatives anticipées. Bulgarie. Le gouvernement démissionne après plusieurs manifestations. Mercredi 10 décembre, pour la troisième fois en 3 semaines, les manifestants bulgares ont investi les rues de Sofia pour demander la démission du gouvernement et le retrait total du projet de budget 2026. Le fait que le projet de budget du gouvernement prévoit une augmentation des cotisations sociales et des impôts donnait l'impression aux citoyens que cette augmentation était faite pour camoufler le détournement de fonds publics. Ce n'est pas pour rien que les manifestants visaient principalement Delian Peevski, surnommé Le Porc par les manifestants, et Boyko Borisov, surnommé La Citrouille. Delian Peevski, président du mouvement des droits et des réformes, le DPS, parti centriste des minorités turques et roms, est un oligarque dont la fortune s'est construite de manière suspecte. Il est accusé d'avoir des pratiques clientélistes et d'avoir une influence occulte sur les médias et la justice. Les manifestants reprochent au procureur bulgare de ne jamais se lancer dans des affaires politiquement sensibles, alors que Peevski est réputé proche du ministre de l'Intérieur. De son côté, Boyko Borisov, président du Parti citoyen pour le développement européen de la Bulgarie, le GERB, Premier ministre par 3 fois, entre 2009 et 2021, pour une durée cumulée de 9 ans, est accusé lui aussi d'avoir permis l'installation de la corruption au plus haut niveau de l'État. Un état de fait constaté par la Commission européenne dans son rapport sur l'état de droit pour 2024. Le lendemain, le jeudi 11 décembre, le Premier ministre Rosen Jeliaskov convoque une conférence de presse pour annoncer la démission du gouvernement. Proche de Boyko Borisov, le Premier ministre prend acte de la contestation populaire, ce qui rend plus que probable l'organisation d'élections législatives anticipées. Le président Rumen Radev a demandé à la Chambre de tenter de construire un nouveau gouvernement, ou alors il sera obligé de convoquer des élections dans les 2 mois. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, même si le DPS et le GERB sont en net recul dans les sondages. Les partis anti-système et pro-russes sont sur une bonne dynamique et le système de proportionnel bulgare fragmente beaucoup le Parlement bulgare. En l'état actuel des choses, ce sont 6 partis qui seraient représentés dans la Chambre bulgare. Aussi, on observe un changement de discours de la part de Borisov qui a tenu des déclarations qui sonnent comme des appels du pied à Donald Trump.
De son côté, Delian Peevski a lui demandé une commission d'enquête sur les activités de George Soros en Bulgarie. Le DPS et le GERB sont réputés ne pas avoir de colonne vertébrale idéologique et pourraient totalement basculer dans le camp pro-russe. La Bulgarie devrait rentrer dans la zone euro sans gouvernement ni budget au 1er janvier 2026. Portugal. Une grève pour contester la réforme du droit du travail. C'est une première depuis 12 ans. L'intersyndicale a appelé à défiler jeudi 11 décembre contre la réforme du Code du travail envisagée par le gouvernement de centre-droit mené par Luis Montenegro. Le gouvernement assure que son projet de loi va stimuler la croissance, créer plus d'emplois et permettre d'avoir de meilleurs salaires. Dans les mesures proposées, il y a notamment l'allongement des contrats temporaires, la permission pour les entreprises de faire appel à des sous-traitants après un plan de licenciement ou d'augmenter le service minimum en cas de grève. En bref, le gouvernement veut plus de flexibilité, quitte à précariser les travailleurs déjà vulnérables. La gauche accuse le PSD au pouvoir de ne pas avoir affiché clairement ses intentions lors de la campagne des législatives. Il faut dire qu'au moment de la campagne, le PSD au pouvoir n'envisageait pas de gouverner avec le parti d'extrême droite Chega. Désormais, le tournant pro-business est assumé et Luis Montenegro ne se cache pas de chercher le soutien de l'extrême droite. D'après les syndicats, la grève a été suivie par 3 millions de Portugais. 61% des Portugais se disaient favorables à la grève. Un des indicateurs intéressants est que l'usine Volkswagen, au sud de Lisbonne, était complètement à l'arrêt jeudi. Les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports sont ceux qui ont été les plus touchés par la grève. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Ukraine. Les négociations se poursuivent. L'Ukraine prête à faire des concessions. Le marathon diplomatique continue pour Volodymyr Zelensky. Un voyage à Londres lundi pour rencontrer Friedrich Merz, Emmanuel Macron et l'hôte de la réunion, Keir Starmer, pour discuter de la coalition des volontaires et pousser les pions de l'Ukraine avec le soutien de l'Europe dans les pourparlers de paix. Le président ukrainien s'est rendu en Italie et a rencontré le pape Léon XIV. Récemment, Donald Trump a remis sur la table le fait que Volodymyr Zelensky n'était plus président de l'Ukraine parce que son mandat est arrivé à terme. La loi martiale ukrainienne, partie intégrante de la Constitution, interdit l'organisation d'élections pendant la guerre. Mardi 9 décembre, Volodymyr Zelensky a fait preuve de bonne foi en disant qu'il était prêt à des élections si les États-Unis et l'Union européenne lui garantissaient la sécurité du scrutin et son financement. Il se dit prêt à entamer une réforme constitutionnelle pour permettre l'organisation d'élections en temps de guerre et propose même un calendrier de 3 mois après modification constitutionnelle. Jeudi, Mikhailo Podolyak, le négociateur ukrainien, a confié que l'Ukraine serait prête à concéder une zone démilitarisée dans le Donbass. Les forces armées ukrainiennes et russes devraient se retirer de part et d'autre de l'actuelle ligne de front. La proposition ukrainienne demande une mission d'observation extérieure et un contingent étranger serait nécessaire pour s'assurer de la bonne application du plan de paix. Les Ukrainiens demandent aux États-Unis de faire partie de la mission de surveillance. Ce qui ne veut pas dire que l'Ukraine renonce formellement au Donbass et une telle décision devrait être validée par une élection ou par un référendum en Ukraine. Un moyen de témoigner de la bonne foi de l'Ukraine vis-à-vis de Trump qui s'exaspère du manque d'avancée des négociations de paix. Une solution qui pourrait ne pas plaire à Vladimir Poutine, qui réclame l'entièreté du Donbass et donc des territoires non conquis militairement. Un moyen de piéger Vladimir Poutine, qui ne cesse de séduire l'administration américaine en lui faisant miroiter des accords économiques juteux
mais qui ne concède rien sur ses revendications maximalistes. La stratégie de l'Ukraine est de pousser Donald Trump à adopter des sanctions massives contre la Russie, lui qui a levé une partie des sanctions contre l'entreprise pétrolière russe Lukoil. Le jeu de dupes est bien parti pour continuer, malgré l'ultimatum de Noël posé par Donald Trump. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 50e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.